Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Éthique et pratique médicale. Fondé par Richard Moreau. Collection dirigée par Roger Tessou. La collection Éthique et pratique médicale est une tribune qui permet à tous les acteurs du monde de la santé, professionnels, enseignants, administrateurs, économistes et patients d'exposer leurs opinions, de décrire leur expérience et de proposer des solutions aux problèmes posés par une profession en pleine mutation, et ce en toute indépendance et en conformité avec la déontologie et les bonnes pratiques médicales. Dernière parution. Jean-Yves de la Caffinière, La prise de décision médicale, un art ou une science, essai 2019. Élodie Petitjean et Olivier Petitjean dire Histoire de la relation médecin-malade. Analyse autour des concepts d'information, de consentement et d'autonomie du patient, 2018. Philippe Liverneaux, Life Surgery. Alerte sur une pratique médicale dangereuse, 2018. Dr Jean-Marc Israël, L'information du patient en médecine nucléaire. Dire et comprendre, 2018. Gilles Damas-Froissart, Voyage à travers la psychiatrie stéphanoise 1975 à 2015, de l'envie de changer le monde à l'imagerie cérébrale, 2018. Tanguy Kervran, Féminin pluriel, Mémoire d'un gynécologue accoucheur 2018. Julia Bonnemaison, Chirurgie de l'obésité et diététique, une spécialiste répond à vos questions 2017. Bernard Sele, Numerus clausus, de la maltraitance des carabins au naufrage de la médecine générale, 2017. Jacques-Michel Lacroix, La médecine formatée, médecins et malades face aux nouvelles technologies, 2017. Guy Even, Les deux têtes du médecin, 2017. Thierry Patrice, Les aléas du vivant, ordre ou désordre, 2017. Jean-Yves de la Caffinière, Chirurgie et société. Retour sur 13 articles publiés dans la presse médicale généraliste, 2017. Bahram Matine et François Régnier, Des mots en parole. Médecine et malades venus d'ailleurs, seconde édition revue et augmentée, 2016. Pierre de PUYTORAC et Oriane ARTUSSE, La mort en 60 questions, la mort observée, expliquée, repoussée, 2016. Dominique PERSONS, Santé riche et médecine pauvre, 2016. Daniel Birnbaum, C'est la lutte finale, 2015. Jacques Robert, Mal de mère et maux d'enfant, 2014. Introduction. S'agissait-il seulement d'un vote pour ou contre ? Justement pas. Le principe de l'Assemblée était que chacun pût parler. Ce qui veut prendre la parole semble avoir hanté et émerveillé les Athéniens. 3 fois la question revient dans le théâtre d'Aristophane, pour des assemblées imaginaires. Et c'est, dans les mêmes thèmes, la question que Démosthène a évoquée de façon si grandiose dans le Sur la couronne, lorsque nul ne demandait la parole. Le héros répéta plusieurs fois sa question. Néanmoins on ne voyait toujours se lever personne. Et pourtant tous les stratèges étaient là, tous les orateurs, et la patrie appelait l'homme qui se lèverait pour son salut. Jacqueline de Romilly. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. François Rabelais. L'emprise des médias sur le dossier du Mediator marque déposée est de mon point de vue emblématique de la démission de tous les contre-pouvoirs naturels dans la diffusion des données de la science en médecine. La dénonciation de ces prétendus effets nocifs sans aucune présentation des méthodes et des données brutes, sans accorder aucune marge à l'analyse contradictoire, me laisse dans un état de frayeur indescriptible à l'idée que puissent se propager aussi aisément des affirmations peu soucieuses de la moindre exigence scientifique. Sa mise en accusation sur la place publique sans aucune retenue me rappelle les scènes de lynchage dans une Amérique qui vient de conquérir son indépendance. L'une d'entre elles, particulièrement horrible, est décrite avec une précision insoutenable par J. Hector St. John de Crèvecoeur. Sans aucune matérialité d'un quelconque méfait, un fermier est pris à partie par des miliciens qui dans un premier temps le pendent par les orteils et les pouces. Their passion were too highly inflamed. They could not hear him with patience or give him an opportunity of justifying himself, they believed him guilty. Their unanimous wish seemed to be that he should confess the crime, a wish founded probably on some remnant of ancient justice. Ils étaient trop exaltés pour pouvoir l'entendre avec patience ou lui donner une chance de se justifier. Ils le croyaient coupable. Ils paraissaient unanimement souhaiter qu'il confesse son crime,
un souhait probablement inspiré par les vestiges d'une ancienne justice. Il persiste pourtant dans ses dénégations. Will none of you hear me with patience? I am no stranger, no unknown person. You well know that I am a homestaying man, laborious and peaceable. Would you destroy me on a say? Aucun d'entre vous ne m'écoutera-t-il avec patience? Je ne suis pas un étranger, je ne suis pas un inconnu. Vous savez très bien que je suis un homme qui ne s'éloigne pas de chez lui, laborieux et paisible. Me détruiriez-vous sur un oui-dire? Mais personne ne l'entend. Il est alors pendu par le cou. Dans leur précipitation, les miliciens en oublient de lui attacher les mains et de lui voiler le visage. Devant l'horreur de ces contorsions, certains pris d'humanité décident de le dépendre, mais d'autres veulent le pendre à nouveau. Après maintes péripéties toutes plus terrifiantes les unes que les autres, le fermier eut droit à un véritable procès impartial dont il sortit acquitté. Et l'auteur de conclure: No government, no set of men can ever make him amend for the injury he has received. Who can remunerate him for all his suffering, for his patience, for his resignation? Alive, a singular instance of what the fury of civil wars can exhibit on this extensive stage of human affairs. Aucun gouvernement, aucune assemblée d'hommes ne pourra jamais réparer les dommages qui lui ont été infligés. Qui pourra le rétribuer pour toutes ses souffrances, pour sa patience, pour sa résignation? Il vit, un exemple singulier de ce que la furie des guerres civiles peut montrer en cette période remarquable des affaires humaines. Il s'agit bien ici de justice d'un autre temps, de fureur populaire aveuglée par les circonstances et dépourvue de toute rationalité. Nous ne sommes plus en ces temps. Pourtant, les comportements obéissent aux mêmes instincts. La question des méfaits du médiator marque déposé, que l'on devrait qualifier de présumé, selon une dialectique très courante en journalistique, mais qui a été peu utilisée dans son cas, ne devrait à mon sens être traitée que sous l'apostrophe angle scientifique, par une analyse objective des publications originales et en ne jugeant que de leur seule qualité à y répondre, en bonne application de la devise de la Royal Society, en réalité de la Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge, nullius in verba, ne croire personne sur parole, pas même son propre maître. Le Mediator marque déposé. Le chlorhydrate de benfluorex est commercialisé en France à partir de 1976 sous le nom de Mediator marque déposé, initialement en tant qu'hypolipémiant, ultérieurement avec l'indication suivante, adjuvant au régime adapté pour les personnes diabétiques en surcharge pondérale. Il a également été prescrit comme médicament amaigrissant, en raison de possibles propriétés anorexigènes. L'assurance maladie estime que de 1976 à 2009, plus de 5 millions de personnes en ont consommé en France. À partir de 2003, plusieurs publications attirent l'attention sur de possibles effets nocifs sur les valves cardiaques sous la forme de ce que l'on appelle de façon générique des valvulopathies. Parallèlement sont rapportées des observations d'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare, mortelle en quelques années. Ces observations rappelaient des situations similaires décrites à la fin des années 1990, qui avaient alors été attribuées à divers médicaments, notamment des produits dérivés fluorés de la classe des amphétamines, et plus particulièrement la phenfluamine et la dexphenfluramine, médicaments qui ont été retirés du marché en septembre 1997. On prit parallèlement conscience que le Mediator marque déposé participait de cette même famille pharmacologique. Dès lors, la suspicion d'effets néfastes s'imposait avec d'autant plus de force qu'elle paraissait confortée par plusieurs études cliniques. En conséquence, les autorités françaises de santé décidèrent d'en suspendre l'autorisation de mise sur le marché avec effet au 30 novembre 2009. Cette décision était-elle fondée? Reposait-elle sur des données fiables alors même qu'à cette date, aucune des études épidémiologiques qui à partir de 2010 suggéreront que le Mediator marque déposé a un rôle néfaste n'avaient été publiées? Une fois ces études publiées, les a-t-on analysées avec suffisamment d'attention? C'est pour répondre à ces questions que j'ai entrepris de reprendre intégralement le dossier, sans céder à aucune contrainte ni à aucune passion, et sans faire appel à aucune donnée non publiée si ce n'est en puisant dans mon expérience clinique cardiologique de près de 40 ans. Mon constat est que l'instruction menée par diverses instances administratives a été expédiée avec beaucoup de légèreté,
laissant de côté maints défauts méthodologiques, occultant les limites incontournables de l'analyse de population, oubliant que la connaissance médicale ne peut être livrée impunément à d'austères calculs mathématiques indifférents aux conditions de recueil des données. C'est ce travail que j'expose ici de la façon la plus complète possible, afin que chacun puisse en comprendre la substance et éventuellement le critiquer. Les insuffisances valvulaires. Les valves cardiaques. Les valves cardiaques sont de fines membranes tendues à l'entrée et à la sortie des deux ventricules. Elles se comportent comme des clapets, s'ouvrant et se fermant alternativement selon les régimes de pression auxquels elles sont soumises. Leur fonction est de canaliser le sang de sorte qu'il ne puisse circuler que dans un seul sens, depuis le cœur vers divers organes par les artères, puis de ces mêmes organes vers le cœur par les veines. Il en existe 4. 2 du côté gauche, la valve mitrale entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et la valve aortique entre le ventricule gauche et l'aorte. 2 du côté droit, la valve tricuspide entre l'oreillette droite et le ventricule droit, et la valve pulmonaire entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Dans leur fonctionnement normal, elles laissent le sang circuler en toute liberté lorsqu'elles sont en position ouverte et interdisent tout retour en arrière lorsqu'elles sont en position fermée. Plusieurs anomalies contraires peuvent en contrarier le fonctionnement. D'un côté, elles peuvent s'épaissir et se rigidifier sous l'effet de phénomènes inflammatoires ou dégénératifs qui en réduisent la surface utile lorsqu'elles sont en position ouverte. À l'inverse, lorsqu'elles sont fermées et qu'elles sont trop lâches, elles ne peuvent plus clore hermétiquement l'orifice qu'elles sont censées protéger. Il en est par exemple ainsi lorsque la valve mitrale n'est plus retenue par ses amarres naturelles, les cordages tendineux qui la relient au ventricule gauche par l'intermédiaire de ses piliers musculaires. Le sang reflue alors en plus ou moins grande quantité, provoquant une augmentation des pressions en amont lorsque le flux régurgitant devient important. On parle alors d'insuffisance valvulaire, parfois de fuite valvulaire. Le terme anglais est celui de régurgitation. Parfois, les deux anomalies coexistent. L'orifice peut alors être tour à tour trop rétréci lorsque la valve est ouverte et devrait laisser passer le sang sans le ralentir, et incontinent lorsque la valve fermée devrait s'opposer à tout retour en arrière. L'échographie, examen de référence. Les anomalies dont le médiator marque déposé serait responsable sont avant tout des insuffisances, des reflux au niveau des valves mitrales, aortiques ou tricuspides. C'est donc d'elles qu'il va être question maintenant, et plus particulièrement de la façon dont elles sont détectées et diagnostiquées. Une insuffisance valvulaire peut être suspectée au simple examen clinique, plus particulièrement par l'auscultation de la cage thoracique à l'aide d'un stéthoscope. Elle se traduit par l'audition de ce que l'on appelle un souffle, un son de plus ou moins longue durée dont on peut soupçonner la nature par ses caractéristiques. L'expérience montre que l'audition d'un souffle n'est ni nécessaire ni suffisante au diagnostic, et qu'elle est peu reliée à la gêne fonctionnelle. Ainsi, une insuffisance valvulaire même importante peut ne pas être entendue. À l'inverse, l'audition d'un souffle n'est pas synonyme d'une anomalie valvulaire en toutes circonstances. L'auscultation thoracique peut en effet entendre un souffle, sans qu'aucune anomalie soit constatée par d'autres moyens plus sophistiqués. Malgré les progrès considérables des méthodes d'imagerie, aucun moyen ne permet d'affirmer avec certitude la présence ou l'absence d'une insuffisance valvulaire en toutes circonstances. Dans la pratique, l'échographie cardiaque est aujourd'hui unanimement reconnue comme l'examen de référence tant elle est de réalisation simple et apporte des informations de qualité. Son principe est fondé sur les propriétés des ultrasons qui sont capables de pénétrer les tissus mous de l'organisme,
puis après réflexion sur les organes rencontrés sur leur parcours, de fournir des informations sur leur morphologie. Si l'échographie cardiaque simple permet une analyse morphologique du cœur, les anomalies fonctionnelles quant à elles sont visualisées par la judicieuse exploitation de l'effet Doppler-Fizeau qui permet une visualisation des flux sanguins, notamment leur direction et leur vitesse instantanée. De ces mesures, il est possible de déduire une estimation des régimes de pression qui règnent à l'intérieur des cavités cardiaques. En pratique, un capteur émet le faisceau ultrasonore puis en analyse les caractéristiques après réflexion sur les divers organes rencontrés au cours de son trajet. Lorsque le capteur est placé sur la paroi thoracique, on parle d'échographie transthoracique, examen en principe peu désagréable et sans risque. Occasionnellement, le capteur est placé à l'extrémité d'une sonde introduite dans l'œsophage, ce que l'on appelle une échographie transœsophagienne. Cet examen est un peu plus éprouvant et non dénué de tout risque, mais il est plus performant, notamment pour l'étude de la valve mitrale, située plus en profondeur dans la cage thoracique. De façon générale, le faisceau ultrasonore subit une atténuation au cours de son trajet. La résolution en diminue avec la distance et la nature des tissus de sorte que les informations obtenues perdent en qualité et en précision pour l'analyse des structures les plus distantes. Il est utile d'insister sur le fait qu'il n'existe pas de référence absolue dans l'évaluation échographique de la continence des valves cardiaques. En effet, une insuffisance valvulaire peut ne pas être visible à l'échographie en raison de limites anatomiques et techniques. Les ultrasons ne pénètrent ni les os qui entourent la cage thoracique, ni l'air enfermé dans les poumons. L'accès vers les valves cardiaques peut s'en trouver limité, de façon variable selon la conformation du sujet. De plus, le faisceau ultrasonore doit être bien aligné par rapport à un jet sanguin qui peut être minuscule, ce qui suppose une certaine habileté et parfois beaucoup de patience. Par principe, on ne voit que ce que l'on voit, et l'on ne voit pas ce que l'on ne voit pas. En conséquence, il n'est jamais possible d'affirmer l'absence d'insuffisance valvulaire, notamment lorsqu'elle est minime, de même qu'il n'est pas toujours facile d'en affirmer l'importance réelle. Sans compter que les critères pour en affirmer la présence et l'intensité peuvent varier au gré des possibilités techniques de l'échographe, des réglages de l'appareil, des compétences et des habitudes de l'opérateur. En cardiologie comme dans d'autres domaines, une échographie normale n'est pas un certificat de normalité. Par analogie, une revue récente montre que l'échographie fœtale méconnaît 20 à 25% des anomalies des membres chez le fœtus. En l'absence de méthode de validation, il conviendrait donc de parler ici d'insuffisance valvulaire constatée en échographie Doppler, plutôt que d'insuffisance valvulaire dans l'absolu, ce qui condamne d'emblée toute tentative d'en évaluer la prévalence et l'incidence réelle. Prévalence des insuffisances valvulaires dans la population générale. Lorsque je me suis intéressé à la problématique des effets du médiator Mark déposé sur les valves cardiaques, je me suis tout d'abord posé deux questions. La première porte sur le pourcentage de sujets chez lesquels l'échographie cardiaque montre une insuffisance valvulaire dans la population générale, ce qui est communément appelé la prévalence. La deuxième porte sur le pourcentage de sujets nouvellement atteints sur une période déterminée, par exemple une année, ce que l'on appelle l'incidence. De façon surprenante, ces questions n'ont pas particulièrement attiré l'attention du milieu médical, pas plus que des médias, alors même qu'elles sont un élément important de la problématique comme on le verra plus loin. Les publications sur le sujet ne sont pas très nombreuses. Elles sont même quasi inexistantes lorsque l'on s'intéresse aux anomalies morphologiques. Concernant les anomalies fonctionnelles, c'est-à-dire les insuffisances, elles le sont suffisamment pour pouvoir s'en faire une idée, même approximative. Avec toutefois, une difficulté. Au cours des dernières années, les appareils d'échographie ont considérablement évolué et gagné en performance. En conséquence, on peut supposer qu'ils détectent les insuffisances valvulaires avec beaucoup plus d'efficacité que par le passé, tempérant ainsi toute tentative de comparaison non seulement d'une période à une autre au sein d'une même population, mais également chez le même sujet, voire avec le même échographiste, en diverses occasions. Comme on va le voir maintenant, plusieurs études montrent que les insuffisances valvulaires sont fréquentes, mitrales et tricuspides plutôt qu'aortiques, et fréquemment minimes. L'étude de la progéniture des participants de l'étude de Framingham.
Dans la population de la progéniture des participants à l'étude de Framingham, une échographie cardiaque a été réalisée entre 1991 et 1995 chez 3589 sujets, 1696 hommes et 1893 femmes, âgés de 54 plus ou moins 10 ans. La publication est riche d'enseignements, notamment parce qu'elle décrit en détail les difficultés techniques que les chercheurs ont rencontrées et qui les ont empêchés de parvenir à un recensement exact de toutes les anomalies. Par exemple, la qualité de l'examen était jugée insuffisante pour analyser correctement la valve mitrale chez 678 sujets, la valve aortique chez 694 sujets et la valve tricuspide chez 1307 sujets. 30 sujets ont par ailleurs été exclus de l'analyse pour diverses autres raisons. En conséquence, la prévalence de l'insuffisance mitrale n'a pu être estimée que chez 2881 sujets, soit 80,1%, celle de l'insuffisance aortique chez 2865, soit 80,5%, et celle de l'insuffisance tricuspide chez 2252, soit 63,3%. On peut en déduire que l'échographie cardiaque peut se révéler de réalisation difficile et qu'elle ne fournit pas systématiquement des informations fiables. Les concepteurs de l'étude se sont intéressés aux circonstances qui ont pu en compromettre la qualité. La seule qui leur a paru digne d'attention a été la corpulence. En effet, ils ont observé que les sujets chez lesquels la qualité technique de l'échographie était jugée insuffisante avaient un indice de masse corporelle, IMC, plus élevé que les autres. L'indice de masse corporelle est une valeur numérique quelque peu ésotérique, inventée par Adolphe Quetelet en 1832, sans aucune signification biologique. Pour un sujet donné, il désigne le résultat de la division du poids par le carré de la taille, PT2, une façon parmi d'autres de prendre en compte simultanément deux paramètres selon une logique statistique qui s'est imposée dans le paysage médical sans autre justification. Afin de fournir au lecteur une représentation plus en accord avec les habitudes, je rapporte dans le tableau suivant les mêmes données en faisant apparaître les poids correspondants. Le problème est que ni les poids ni les tailles ne sont rapportés dans la publication. J'en suis donc réduit à procéder par extrapolation. Dans ce tableau, le poids est calculé sur la base d'une taille identique de 1,76 m pour tous les hommes et de 1,62 m pour toutes les femmes, valeur moyenne mesurée au sein de la population américaine. Sous réserve de cette extrapolation, on constate que les sujets chez lesquels l'échographie permet une bonne analyse des flux valvulaires pèsent près de 8 kg de moins, une information qui, même recalculée faute de mieux, montre l'importance de la conformation morphologique dans l'acquisition des données échographiques et l'impossibilité d'une estimation fiable de la prévalence réelle des anomalies rencontrées. En d'autres termes, la qualité de l'échographie est d'autant moins bonne que les sujets sont plus corpulents. En fin de compte, dès lors que l'échographie cardiaque en permet une analyse correcte, elle montre une insuffisance mitrale chez 89,7% des sujets, une insuffisance tricuspide chez 83,8% et une insuffisance aortique chez 10,2%. Ces insuffisances sont classées comme minimes, traces, dans environ 80% des cas pour les valves mitrales et tricuspides alors que les insuffisances aortiques sont de degrés plus élevés pour près de la moitié d'entre elles. Cette étude fournit d'autres informations utiles. Le point important est la variabilité importante de la prévalence des anomalies, selon diverses circonstances. Un premier constat est celui d'une diminution de la prévalence des formes minimes et d'une augmentation de la prévalence des formes légères à moyenne avec l'âge. Ces relations apparaissent nettement sur la figure suivante, qui décrit à titre d'exemple les variations de la prévalence de l'insuffisance mitrale selon son importance et selon leur âge chez les hommes. Ici, la prévalence des formes minimes diminue de 76,6% chez les sujets les plus jeunes à 51,7% chez les sujets les plus âgés. La prévalence des formes légères à moyenne augmente de 8,9% chez les sujets les plus jeunes à 39,3% chez les plus âgés. Pour ce qui concerne l'insuffisance aortique légère à modérée, elle augmente également avec l'âge, passant de 0% chez les hommes et les femmes âgés de 26 à 39 ans à 14,4% chez les hommes et 16,9% chez les femmes parmi les sujets âgés de 70 à 83 ans.
L'article rapporte les mêmes données sous une autre présentation qui montre que l'importance des insuffisances valvulaires augmente avec l'âge, et de plus qu'elle diminue avec l'indice de masse corporelle. Quoique peu importante lorsqu'elle est exprimée sous cette forme, la différence est tout de même de l'ordre de 2 à 3 kg, plus marquée pour l'insuffisance tricuspide que pour les deux autres valves. L'article ne précise pas les effectifs par colonne. Étude de Framingham. Pour expliquer le lien entre insuffisance valvulaire et âge, les auteurs invoquent le rôle du stress mécanique auquel les valves sont soumises tout au long de la vie et qui pourrait progressivement les altérer. Il ne s'agit ici que d'une hypothèse, mais aucune autre n'en est proposée. Concernant le lien avec le poids, il apparaît quelque peu mystérieux et ne peut être déduit des seules données. Pourquoi les sujets les plus corpulents seraient-ils moins atteints d'insuffisance valvulaire ? Les auteurs précisent que cette relation persiste même si l'on ne retient que les échographies de bonne qualité, c'est-à-dire en ne prenant en compte qu'une part filtrée de la population, après exclusion des plus corpulents pour des raisons techniques, avec donc une part d'écrêtement qui conduit peut-être à la sous-estimer. On pourrait certes imaginer que les sujets les plus âgés et les plus maigres sont plus fréquemment atteints, parce que prédisposés à diverses maladies qui les exposeraient à la fois à un certain degré de dénutrition et à des anomalies valvulaires cardiaques. Ce point n'a pas été exploré. En tout état de cause, aucune analyse n'en est présentée. Les auteurs proposent une autre explication. The severity and prevalence of Mr. NTR decreased a function of increasing body mass index. This may be because ultrasonic penetration becomes poorer in obese persons, and ultrasound may be too attenuated to permit adequate detection of Doppler signals from distally located areas. To minimize this bias, we purposefully excluded subjects with technically poor Doppler echocardiogram. The inverse relation between body mass index and Mr. NTR persisted despite exclusion of technically limited studies. La sévérité et la prévalence de l'insuffisance mitrale et de l'insuffisance tricuspide diminue avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle. Il est possible que cet effet soit dû à une moins bonne pénétration des ultrasons chez les personnes obèses, et à leur atténuation trop importante pour permettre une détection suffisante des signaux Doppler provenant des régions les plus distantes. Pour minimiser ce biais, nous avons délibérément exclu les sujets dont l'échographie est de mauvaise qualité. Cette relation inverse entre indice de masse corporelle et insuffisance mitrale et tricuspide persiste, malgré l'exclusion d'examens techniquement limités. Ainsi, pour eux, la diminution de la prévalence et de la sévérité des insuffisances valvulaires avec la corpulence serait la conséquence d'une atténuation du signal ultrasonore dans sa progression aller et retour vers le cœur, d'autant plus marquée que les structures analysées sont plus profondes. Chez les sujets les plus corpulents, la plus grande quantité de tissu adipeux sous-cutané et intrathoracique diminuerait la capacité des ultrasons à atteindre leur cible et à fournir des informations de qualité. Sous cette hypothèse, ils ne seraient pas moins fréquemment affectés, mais chez certains d'entre eux, l'anomalie valvulaire pourtant présente serait tout simplement invisible ou de degré moindre qu'en réalité. Pour les mêmes raisons, les insuffisances valvulaires ne seraient pas nécessairement plus fréquentes ou plus importantes chez les sujets les plus maigres, elles seraient simplement plus faciles à détecter en raison d'un meilleur accès des ultrasons. Cette suggestion est d'autant plus sérieuse que plusieurs études expérimentales montrent une atténuation des ondes ultrasonores avec la distance de pénétration et avec la teneur en tissu adipeux. Ce phénomène est par ailleurs explicitement relevé dans un traité d'échographie cardiaque. Conditions at increase the separation between the transducer and the cardiac structure, EG, adipose tissue, lead to poor image quality. Les situations qui augmentent l'écart entre le transducteur et les structures cardiaques, par exemple le tissu adipeux, conduisent à une image de mauvaise qualité. En l'absence de toute étude chez l'homme, il n'est pas possible d'explorer cette voie plus avant et d'en tirer une conclusion définitive. Pourtant, ce point sera essentiel lorsque sera abordée la problématique des effets présumés nocifs du médiator marque déposé. Il est important d'insister ici sur le fait que dans cette étude, la relation poids-anomalie valvulaire est issue d'une analyse instantanée, comparant des valeurs mesurées chez des individus différents à un moment approximativement identique.
Il n'est donc pas question d'en déduire une relation universelle qui s'appliquerait à chaque individu selon les variations de son poids, encore moins d'en déduire une relation causale. Cette remarque vaut de toute façon pour toute relation construite sur des populations à partir de la mesure de paramètres biologiques tels que glycémie, cholestérolémie ou tension artérielle. Mais il ne peut non plus être question de l'occulter dans un argumentaire, dès lors qu'elle peut être utile à l'élaboration d'hypothèses. De l'étude de la progéniture de la population de Framingham, on peut retenir plusieurs enseignements. Le premier est que si l'échographie cardiaque est un examen très performant, elle ne l'est pas en toutes circonstances. Dans près de 20% des cas, notamment chez les sujets les plus corpulents, les conditions de sa réalisation ne permettent pas le recueil d'informations exploitables. Le second est que parmi les 80% restants, une insuffisance d'au moins une valve est constatée chez 90% des sujets, de degré d'autant plus élevé que l'âge augmente et que le poids diminue. Ce dernier constat pourrait être la conséquence d'une moins bonne performance de l'échographie chez les personnes les plus corpulentes, en raison d'une atténuation du faisceau ultrasonore au cours de son trajet à travers la paroi thoracique et dans le thorax, atténuation d'autant plus marquée que la quantité de tissu adipeux est importante. Auquel cas, les insuffisances valvulaires ne seraient pas moins fréquentes chez les sujets les plus corpulents, mais tout simplement moins régulièrement visibles. Et inversement chez les sujets les plus maigres. L'étude Strong. Une autre étude, publiée sous l'acronyme Strong, s'est intéressée à la prévalence des anomalies valvulaires dans une population non sélectionnée de plusieurs milliers de sujets issus de 13 communautés indiennes des États-Unis, sous forme de 2 publications, l'une portant sur l'insuffisance mitrale, l'autre sur l'insuffisance aortique. La publication portant sur l'insuffisance mitrale décrit les constatations échographiques faites entre juillet 1989 et octobre 1995 chez 3486 sujets âgés de 45 à 74 ans, 60 ans en moyenne, dont 52% étaient diabétiques. L'échographie était considérée comme exploitable chez presque tous, sans que le nombre exact en soit précisé. Ici, une insuffisance mitrale est constatée chez 21,3% des sujets. De façon notable, sa prévalence varie selon les régions, passant de 14,3% en Arizona à 28,3% dans les Dakotas sans que cette différence soit expliquée. D'autres facteurs de variabilité ont pu être identifiés. Par exemple, la prévalence augmente avec l'âge, passant de 18% avant 55 ans à 29% chez les sujets âgés de plus de 75 ans. De façon encore plus marquée que dans l'étude précédente, la prévalence de l'insuffisance mitrale diminue progressivement avec la corpulence. La représentation graphique suivante décompose le niveau d'indice de masse corporelle en 4 quartiles, autrement dit en 4 niveaux, des valeurs les plus basses en niveau 1 aux valeurs les plus élevées en niveau 4. La prévalence de l'insuffisance mitrale est présentée sous forme de barre, noire lorsqu'elle est qualifiée de légère, IM1+, et blanche lorsqu'elle est plus importante, IM2. On constate que les plus fréquentes sont les insuffisances mitrales légères et que dans tous les cas, la prévalence diminue avec l'augmentation du niveau d'indice de masse corporelle. En d'autres termes, plus les sujets sont de poids élevé, moins ils paraissent atteints d'insuffisance mitrale. L'article présente ces données sous une autre forme, soulignant les liens entre plusieurs paramètres et le degré d'insuffisance mitrale catégorisé de 0, absence, à 2. Toutes les différences sont très significatives sur le plan probabiliste. L'article ne précise pas les effectifs par colonne. On constate que l'insuffisance mitrale est d'autant plus importante que les sujets sont plus âgés, de moindre poids avec une différence de 8 kg en moyenne par rapport à ceux qui en sont indemnes. La différence porte à la fois sur la masse maigre et sur la masse adipeuse. L'autre versant de l'étude Strong concerne l'insuffisance aortique. Dans une population de 3501 sujets âgés de 46 à 82 ans, 60 ans en moyenne, la prévalence en est de 10% avec une insuffisance minime dans 7,3% des cas, modérée chez 2,4% et importante chez 0,3% 23. De façon similaire aux études précédentes, la prévalence de l'insuffisance aortique augmente avec l'âge, de 6,1% chez les sujets âgés de moins de 50 ans à 20,9% chez les sujets de 70 ans et plus. Elle diminue avec le poids et l'indice de masse corporelle, de façon moins marquée que dans le cas de l'insuffisance mitrale.
L'article ne présente pas la prévalence de l'insuffisance aortique selon l'indice de masse corporelle. Il reprend le même tableau que précédemment selon l'importance de l'insuffisance aortique. Ici également, l'insuffisance aortique est d'autant plus marquée que les sujets sont plus âgés, de moindre poids, de moindre indice de masse corporelle et de moindre masse adipeuse. Toutes les différences sont très significatives sur le plan probabiliste sauf concernant la masse maigre. L'article ne précise pas les effectifs par colonne. On peut remarquer que la différence de poids est moins nette que dans le cas de l'insuffisance mitrale, de l'ordre de 3 kg tout de même, notamment pour la masse adipeuse, peut-être en raison de la moins grande distance entre paroi thoracique et valve aortique, autorisant une plus grande fiabilité dans la visualisation de la fuite. Ainsi, aussi bien concernant l'insuffisance mitrale que l'insuffisance aortique, les anomalies les plus fréquentes sont celles qualifiées de légères, la prévalence en augmente avec l'âge et en diminue avec le poids et la masse adipeuse. Dans aucun de ces deux articles, les auteurs de l'étude Strong n'apportent une quelconque explication à la relation qui lie la présence d'une insuffisance valvulaire à l'âge et au poids. Ils ne précisent pas non plus les anomalies morphologiques à l'exception du prolapsus mitral, qui est développé dans un autre article et que je décrirai plus loin, et de la présence d'une bicuspidie aortique, une anomalie congénitale, constatée chez 0,3% des sujets. Ils observent de plus que la prévalence de l'insuffisance aortique augmente avec la taille de l'aorte à son origine. Autres études. Une troisième étude d'une certaine importance rapporte les liens entre prévalence des insuffisances valvulaires et poids chez des sujets plus jeunes. Il s'agit de l'étude Cardia. Ici, une échographie cardiaque a été réalisée chez 4352 sujets âgés de 21 à 35 ans, habitant dans 4 grandes villes des États-Unis. Une insuffisance mitrale isolée est visible chez 455 sujets, soit 10,4%. Une insuffisance aortique chez 33 sujets, soit 0,8%. L'association des deux est notée chez 20 sujets, soit 0,5%. Au total, une valvulopathie est visible chez 11,7% des sujets. Parmi ceux atteints d'insuffisance mitrale, celle-ci est considérée comme triviale chez 25,7%, légère, mild, chez 64%, moyenne, moderate, chez 10,1% et sévère chez 0,2%. Parmi les sujets avec insuffisance aortique, celle-ci est considérée comme légère dans 37,7% des cas et moyenne dans 62,3%. Aucune différence n'est relevée entre présence d'une valvulopathie et indice de masse corporelle. On doit cependant noter que la population concernée est plus jeune et que l'analyse n'a porté que sur 806 sujets selon un schéma cas témoin sans que la raison en soit exprimée. Cette étude est en tout cas cohérente avec les précédentes dans la mesure où elle conforte l'idée d'un plus faible taux d'insuffisance valvulaire chez les sujets les plus jeunes. On peut remarquer que dans ces études communautaires, c'est-à-dire réalisées dans des communautés bien identifiées, il n'existe pas de catégorie indemne de toute anomalie valvulaire, notamment parmi les plus jeunes. Enfin, dans une étude comparant 2096 sujets hypertendus à un échantillon aléatoire de 361 sujets normotendus issus d'une même population, une insuffisance aortique est détectée par échographie Doppler chez 6,7% des sujets, d'autant plus fréquemment qu'ils sont âgés et de façon inversement proportionnelle à leur poids, sans que des valeurs précises en soient rapportées. Plusieurs autres études de plus ou moins grande envergure confortent la notion d'une prévalence élevée des anomalies valvulaires et de leur augmentation avec l'âge chez des sujets par ailleurs en bonne santé. Celle de Nkomo et Cole mérite un développement particulier. En effet, comme on le verra plus loin, ces résultats ont été entre autres utilisés pour calculer un nombre de décès attribuables au médiator marque déposé. En réalité, elle décrit deux populations définies sur des bases très différentes. La première est construite par le regroupement de plusieurs bases de données portant sur des sujets de tranches d'âge différentes, mais globalement présentées comme représentatives de la population américaine, au total 26 795 sujets. Parmi eux, 11 911 ont eu une échographie cardiaque entre 1985 et 1992, soit 44,5%, moins de la moitié de la population sans qu'aucune justification en soit donnée, ce qui ne manque pas de jeter un certain doute sur l'affirmation de leur caractère représentatif.
La seconde population est constituée de 16 501 résidents du comté d'Olmsted dans le Minnesota, qui ont eu une échographie cardiaque entre 1990 et 2000 sans que l'on en connaisse précisément les raisons, si ce n'est que l'anomalie valvulaire paraît avoir été reconnue sur des bases cliniques. L'analyse de leurs résultats doit tenir compte de deux particularités marquantes. La première est que contrairement aux études précédentes, les anomalies minimes ont été exclues, seules ont été retenues les anomalies valvulaires modérées ou sévères, moderate or sévères, selon des critères échographiques, apparemment sans tenir compte de l'importance des symptômes cliniques. La deuxième est que dans ces deux séries, toutes les valvulopathies aortiques et mitrales ont été prises en compte, qu'il s'agisse des insuffisances comme des rétrécissements. Aucune information n'est fournie sur les nombres de sujets affectés à la fois par une insuffisance et un rétrécissement. De même, aucune information n'est fournie sur les nombres de sujets uniquement atteints d'insuffisance. Ce que l'on comprend, c'est que la population considérée comme représentative de la population américaine comporte 102 rétrécissements aortiques et 15 rétrécissements de la valve mitrale sur 656 anomalies valvulaires, soit 17,8% de rétrécissement chez 615 sujets. Dans la population du comté d'Olmsted, les rétrécissements sont proportionnellement plus nombreux, 547 au niveau de la valve aortique et 33 au niveau de la valve mitrale, soit 580 rétrécissements, 33,4% sur 1736 anomalies valvulaires chez 1505 sujets. Les pourcentages sont approximatifs, car les nombres de sujets atteints d'un rétrécissement sur les deux valves ne sont pas rapportés. L'importance de ces détails apparaîtra plus loin. Dans ces deux populations, la prévalence des insuffisances est rapportée en nombre de valves atteintes, mais pas en nombre de sujets atteints. Elle est bien moindre que dans les études précédentes. Par exemple, dans la base de données considérée comme représentative de la population américaine, la prévalence de l'insuffisance mitrale augmente de 0,5% chez les sujets âgés de 18 à 44 ans à 9,3% chez les sujets de plus de 75 ans. Pour l'insuffisance aortique, elle augmente de 0,2% chez les sujets âgés de 18 à 44 ans à 2% chez les sujets de plus de 75 ans. Des valeurs similaires sont constatées dans l'échantillon du comté d'Olmsted. Dans ces études, le poids moyen n'est pas rapporté de sorte qu'il n'est pas possible d'en extraire le lien entre poids et détection d'une insuffisance valvulaire. De l'ensemble des grandes études épidémiologiques, on peut conclure à la grande prévalence des insuffisances valvulaires avec cependant des variations notables selon les définitions retenues et selon les circonstances, notamment, mais pas exclusivement selon l'âge et l'indice de masse corporelle ou le poids. Jusqu'à 90% des sujets peuvent en être atteints au niveau de la valve mitrale, 80% pour la valve tricuspide et 10% pour la valve aortique. Pour la majorité d'entre elles, il s'agit d'anomalies dont l'importance est qualifiée de trace ou de mineure. Les formes les plus marquées sont plus rares sans être exceptionnelles. On ne doit pas oublier que la variabilité constatée dans la prévalence des anomalies valvulaires peut aussi dépendre des matériels utilisés, des compétences des opérateurs et des normes qui se sont progressivement, mais incomplètement uniformisées pour décrire les anomalies. Si l'on tient compte des progrès considérables en matière de performance des appareils d'échographie au cours des dernières années, on peut supposer que les mêmes recherches conduiraient à une prévalence encore plus élevée aujourd'hui, sans que l'on puisse en quantifier l'accroissement en l'absence d'études comparatives. Le poids, un facteur de confusion majeur. Tous les travaux qui l'ont étudié montrent un lien statistique fort entre âge et indice de masse corporelle ou poids d'un côté, et prévalence des insuffisances valvulaires de l'autre. À l'évidence, les insuffisances valvulaires sont observées plus fréquemment et leur importance apparaît plus marquée chez les sujets les plus maigres. L'hypothèse d'une meilleure visibilité des insuffisances valvulaires en conséquence d'une moindre atténuation des ultrasons par les tissus adipeux paraît sérieuse. Elle n'a malheureusement fait l'objet d'aucune étude formelle chez l'homme. Quelle qu'en soit la raison, il paraît évident que l'âge et le poids ne peuvent pas être exclus. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.